Alors on espère que vous êtes prêts parce qu'on va attaquer une sacrée séquence. Un peu stressante, Laura. Hein, qui est attendue. Mais On qui est voit pas attendue. mal de monde là-bas. Nous ça va, on va bien, mais là-bas, il y a quelques candidats qui Là-bas, ça beaucoup. stresse. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, on a décidé l'année dernière déjà d'organiser un concours de pitch. Dans le monde des startups, c'est bien connu. Pendant 2 jours, on a fait, on peut dire qu'on a fait battre le cœur de l'entrepreneuriat à Tech Fest Exactement. en musique. Et on s'est dit que c'était un bon moyen de terminer aussi ces 2 jours en permettant à des startups, alors qui sont dans le jargon des startups, qui n'ont pas encore effectué de série A. Donc c'est-à-dire qu'elles cherchent des fonds. Donc il y a des investisseurs qui vont nous rejoindre, qui vont les écouter. Elles cherchent des fonds et pour ça, elles vont vous pitcher pendant combien de temps, Laura? Pendant 3 minutes, n'est-ce pas? Exactement, et pas une de plus. Le principe est simple, il y a un jury qui va les écouter. Le jury va déterminer la start-up qui recevra le prix du jury et le public a un rôle à jouer. Le public a un rôle à jouer déjà de les soutenir. Donc envoyez toutes vos bonnes ondes parce qu'ils le ressentent. Et là, ils sont comme ça parce que tout est timé. Donc je vous invite vraiment à faire passer tout ce que vous pouvez en bonne énergie. Normalement, on vous en a envoyé plein pendant Tech Fest et ça, c'est extrêmement important. Et puis derrière, le second rôle. Et le second rôle que vous aurez, vous avez tous un téléphone, un smartphone dans vos poches. On va afficher sur un des écrans un QR code. Vous flashez le QR code et vous allez tout simplement sur une page. Il y a la liste des 10 startups qui vont se présenter devant vous. Vous votez pour votre projet favori. On a donné quelques consignes, une grille de lecture finalement au jury. Nous, on vous laisse juger la qualité du pitch, du projet. Votez pour la start-up qui vous semble la plus prometteuse. La plus innovante, la plus en phase avec les besoins du marché aussi. Et la plus en phase avec le sens de la tech Avec et le cette sens dimension de la tech, évidemment. de la tech pour le progrès. Et à l'issue de cette séquence, on remettra un prix du jury, le vôtre, et un prix du public. Est-ce que derrière nous, c'est prêt? On vous laisse faire monter l'ambiance pendant 2 minutes. Et puis Alors, si après, on monte appellera. l'ambiance pendant 2 minutes, je vous invite quand même à vous lever avec nous. Parce On que met Tech du Fest, son et c'est après, un événement j'accueillerai- participatif, n'est-ce pas? Et si vous ne vous levez pas, moi je viens avec vous. Est-ce que vous êtes prêts à danser? Parce que ce soir, c'est Roller Party Disco. On va commencer à s'ambiancer dès maintenant. Je compte sur vous. Je ne vais pas danser toute seule. On y va. En tout cas, la musique fonctionne. Bien sûr. Je pense que ça se prépare aussi en coulisses. Mathieu, tu me confirmes? Ah, mais j'ai perdu Laura, mais j'ai appelé le jury. Là. J'ai appelé le jury. Le jury qui me rejoint, merci beaucoup d'être là. On peut applaudir le jury. Je vous en prie, applaudissez le jury. Alors, dans le jury, merci beaucoup d'avoir accepté d'être là. Je vais le faire dans l'ordre comme ça et personne ne m'en voudra. Mettez-vous là, nous on va rester debout avec Laura. On a la chance avec nous d'avoir dans le jury Carole Limer qui est la présidente de la French Tech Alpes Grenoble et pas Grenoble-Alpes. Merci beaucoup d'être avec nous. Célia Anfou qui est journaliste économique au Dauphiné Libéré. Merci Célia d'être avec nous. Frédéric Grevaux qui est d'Ovalie Innovation, cofondateur. Merci beaucoup d'être avec nous. Laurent Cohn, BBM, merci beaucoup d'être là Laurent. Et puis le président du jury, Cédric Gouaran, c'est le DAF, on dit comme ça, le DAF de Vercors. Vercors, on vous suit depuis le début au Dauphiné Libéré et Tech Fest, vous nous accompagnez depuis le début. Donc merci beaucoup d'être avec nous. Avant de donner la parole à la première start-up, il y a des prix évidemment, hormis la possibilité d'être là. Il y aura offert par BBM un accompagnement, et donc c'est Laurent qui représente le groupe BBM, et un diagnostic trajectoire et financement de 4 heures qui sera offert par Ovalie Innovation. Merci. Et évidemment, une mise en avant dans le Dauphiné Libéré, et ça c'est Célia qui s'en chargera. Merci. Est-ce que, on voit derrière, est-ce que vous êtes prêts à accueillir le premier avec... on peut faire monter tonnerre du son d'applaudissements. sous un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes prêts derrière? Parce que ça va être timé. Hein. Vous êtes prêts? Je pense qu'on peut y aller. Tu lui donnes ton micro, Laura? C'est parti. Je vous en prie, alors, mettez-vous là. Vous avez un chronomètre là, 3 minutes, et 3 minutes avec le jury.
Bonjour. Le BTP, c'est nos infrastructures du quotidien. Ponts, routes, voies ferrées, hôpitaux. C'était un marché de plus de 9 000 milliards d'euros en 2024 et estimé à plus de 13 000 milliards d'euros en 2030. Pourtant, il connaît une perte de productivité de 1% par an depuis 1991. Les délais sont de moins en moins respectés et les coûts explosent. Par exemple, le chantier de construction du tunnel Lyon-Turin, qui a débuté en 2012. Il a aujourd'hui été réévalué avec une augmentation budgétaire de 150% et 3 ans de délai supplémentaires. C'est un exemple parmi tant d'autres. L'une des principales raisons de cette inefficience est le manque de digitalisation du secteur. Le secteur du BTP est le moins digitalisé après celui de l'agriculture. En moyenne, sur un chantier, on utilise 11 logiciels. 11 logiciels fragmentés qui ne se communiquent pas. Je m'appelle Élodie Garcia et c'est ce que j'ai pu observer en tant que responsable administrative et financière pendant 8 ans sur des chantiers de construction internationaux. On doit faire du bricolage avec Excel, même lorsqu'il s'agit de faire le suivi RH d'une équipe de 100 personnes ou le suivi d'un budget de 80 millions d'euros. Et je ne suis pas la seule à avoir fait ce constat, puisqu'une étude de Deloitte a démontré que 52% des retravaux sont causés par des données de mauvaise qualité et des problèmes de coordination. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire ma mission. Simplifier la complexité opérationnelle des chantiers de construction à travers Pitahaya. Pitahaya, c'est un logiciel SaaS qui centralise en une seule plateforme l'avancement terrain, les achats, le budget et le planning. Il permet en un seul coup d'œil de visualiser toutes ces données afin de prendre les bonnes décisions rapidement. La roadmap inclut un copilote IA de supervision capable de simuler en temps réel des scénarios d'impact et de générer des recommandations. Les acteurs du BTP ont besoin de solutions digitales pour gagner en productivité. Ils en ont conscience puisque le marché du logiciel de construction était de 6 milliards d'euros en 2025 et a une croissance annuelle estimée de 18% jusqu'en 2034. Le modèle économique est centré projet. Pitahaya facture un pourcentage du budget total du chantier. Aujourd'hui, je suis en négociation avec Vinci pour co-construire le logiciel sur leur chantier au Danemark. Je cherche un ou une CTO pour m'accompagner dans cette incroyable aventure. Merci. Je vais juste vous mettre face. Voilà. Merci beaucoup pour ce pitch. Je me sens particulièrement concerné parce qu'on gère un chantier à Dunkerque qui, comme tous les chantiers, le problem statement est très bien posé. On n'a pas été mieux servi que les autres. Par rapport aux outils existants du marché, même si c'est insuffisamment digitalisé, il y a quand même des outils sur le marché. Qu'est-ce que votre produit va apporter? Et en dehors des grandes entreprises de construction, est-ce que vous vous adressez commercialement aux maîtres d'ouvrage ou aux maîtres d'œuvre pour traiter ces difficultés de chantier et les digitaliser? Ce qu'elle va apporter, ça va être vraiment le pilotage du chantier. Donc on a effectivement beaucoup de logiciels, mais c'est des logiciels métiers. Ça va être des logiciels très spécifiques et il n'y a rien qui va faire le lien entre tout ça. Donc soit on embauche quelqu'un et encore le contact humain, au final, pour rassembler toute l'information, c'est vraiment pas l'idéal. Par exemple, sur le chantier du Danemark, c'est un chantier de 7 milliards d'euros et il y a un contrôleur de gestion qui passe 3 semaines à collecter toute l'information pour une réunion de 2 heures. Donc à un moment donné, on a quand même besoin d'outils pour simplifier le pilotage et la collection de données. Et je vais m'adresser directement, en fait, mon marché principal, ça va être les groupements, donc les joint ventures. C'est ce que j'adresse principalement. Tous les logiciels existants sont compatibles avec votre solution? Comment vous faites ça?
L'idéal, ce sera de créer avec le temps donc, des API. Mais de toute façon, on n'a pas besoin de tous les logiciels soient compatibles, puisqu'on va pour l'instant se centraliser sur la connexion entre l'avancement terrain, donc il y aura aussi une application téléphone pour les superviseurs de chantier, avec donc le planning, le budget et les achats. Donc pour l'instant, ça va être vraiment ce cœur de métier pour pouvoir permettre à la production de connecter facilement les données. Quel a été le déclic qui vous a donné envie d'entreprendre? J'ai changé, ça a été un changement de vie complètement personnel. Non, j'ai fait une rupture conventionnelle. Après, je devais me marier. J'ai annulé mon mariage et du coup, je me suis dit, bah voilà, j'ai page blanche. Je reviens en France. Qu'est-ce que je fais? Bah, j'entreprends. J'ai le choix au final et j'ai décidé du coup d'entreprendre. Il vous reste 24 secondes, le jury, si vous avez encore une question. 20 secondes. Dernière question en 16 secondes. Le budget approximatif pour aller sur le marché, vous l'évaluez à combien aujourd'hui? Le budget de création ou Oui, le budget pour votre projet, pour développer? pour développer. Je pense que c'est autour de 200 000 €, mais vu que l'objectif c'est de le co-construire avec le client, de toute façon, comme ça on fera l'itération. Merci beaucoup, Élodie, on peut l'applaudir. Et puis, merci beaucoup, merci au jury. Bravo, je vous rappelle, vous pourrez voter en fin de séance pour la start-up préférée. Et maintenant, on accueille le représentant de Shifted. Là. Merci, bienvenue. Vous avez pour vous la scène de Tech & Fest pendant les 3 prochaines minutes. D'accord, merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je m'appelle Denis Barkatz, je suis directeur technique et cofondateur de l'entreprise Shifted. À la maison, j'ai 3 garçons et ce matin, pour la 1000e fois, je leur ai répété la même phrase. Éteignez la lumière s'il vous plaît les enfants, ça gaspille l'électricité. Hein, ceux dans la salle qui sont parents, ils savent de quoi je parle. Ça sert à rien, ils n'écoutent pas et l'électricité reste allumée. Bon, dans le contexte global, c'est pas très important et c'est probablement négligeable. Mais si on repose la même question au niveau de l'Europe, est-ce que vous savez quel est le plus gros gaspillage d'électricité? C'est un gaspillage d'électricité renouvelable. Et c'est ça le nouveau problème des renouvelables. C'est pas leur production, c'est leur intermittence. D'un côté, on a des besoins en électricité décarbonée qui explosent, et de l'autre, des parcs éoliens et solaires qu'on est obligé de débrancher du réseau pour ne pas déséquilibrer le réseau. Résultat, des milliards d'euros gaspillés, des tonnes de CO2 émises, et ça pourrait encore être amplifié dans les 10 prochaines années. Donc c'est ce problème qu'on attaque avec Shifted. On développe une batterie mécanique qui est capable de stocker des grandes quantités d'électricité de manière durable et compétitive. Concrètement, comment on fait? On transforme l'électricité en air comprimé, on le stocke dans des grands réservoirs, et après, on repousse cet air comprimé dans une turbine pour régénérer l'électricité. Alors vous allez me dire, Denis, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? C'est pas très nouveau, ça existe depuis 40 ans cette idée. Donc on a développé un mode de compression qui s'appelle une compression isotherme qui permet d'économiser l'énergie et d'avoir un rendement aller-retour bien plus élevé. Les avantages de cette solution, ils sont multiples. À partir de 8 heures de stockage, on est plus compétitif que des batteries. On a une durée de vie beaucoup plus longue et évidemment pas besoin de lithium ou de métaux rares. Pour moi, Shifted, c'est aussi une équipe qui a fait le pari de sortir des sentiers battus et de décaler leur carrière pour travailler sur ce domaine. Carrière qui était dans l'ingénierie des machines complexes, dans l'industrialisation de systèmes complexes et dans la recherche fondamentale pour moi-même. Je vais juste terminer sur une note personnelle. On vit clairement dans une époque qui est rythmée par des aléas, des incertitudes et des crises. Et c'est pour ça qu'on a développé un système qui cherche non seulement la performance, mais aussi la robustesse, c'est-à-dire la capacité à maintenir un système stable malgré les turbulences.
Si ça vous parle, venez nous voir au stand de Rhône-Alpes. Merci beaucoup de votre attention. Quel timing! Bravo pour le respect du timing. Le jury, si vous avez des questions, je vous laisse, si vous voulez vous asseoir. Je vous en prie, répondre au public, au jury, pardon. Merci beaucoup pour cette présentation. Le rendement supérieur aux batteries au bout de 8 heures, ça tient compte du rendement énergétique de la solution ou également du rendement économique compte tenu de son coût de fabrication? Ouais, c'est les deux exactement, parce que le rendement énergétique pur, il est plus bas que les batteries. Par contre, au-delà de 8 heures, on est capable d'être plus compétitif par des systèmes de division de l'unité de puissance et de l'unité d'énergie. Donc c'est ça qui nous permet d'être compétitifs pour des durées de stockage de 8 heures et plus. Quelles sont les contraintes d'encombrement et de bruit? D'accord, donc les contraintes d'encombrement, c'est vrai, elles prennent plus de place, mais pour du stockage stationnaire, c'est pas souvent un problème. Le stockage stationnaire, il y a de la place, donc c'est pas adapté à la mobilité. Contraintes de bruit, il n'y en a pas. C'est des pompes comme des pompes standards qu'on utiliserait, et comme on est en train de modulariser le système, ce sera dans des containers, donc il n'y aura pas de problème là-dessus. Et industrialiser, ça coûte souvent très cher. De combien avez-vous besoin pour développer votre... On pense que pour arriver aux échelles qui nous intéressent, c'est-à-dire de l'ordre du mégawatt, donc les échelles de puissance qui nous intéressent, c'est l'ordre du mégawatt, on va avoir besoin entre une grande fourchette, entre 20 et 50 millions d'euros. J'ai pas compris qui seront vos clients. Oui, parce que j'ai pas eu le temps dans les 3 minutes. Donc les premiers clients, en tout cas les clients niches qu'on va aller chercher avec les petits systèmes pendant qu'on grandit, ce sera les gens qui veulent faire de l'autoconsommation. Pas du point de vue résidentiel, mais du point de vue collectivité ou du point de vue industriel. Donc les industriels tels que les ombrières sur les grands entrepôts de logistique qui veulent pouvoir stocker sur place et réutiliser leur propre énergie. Ça, ce sont les premiers clients. Quand on arrivera aux échelles du mégawatt, voire plus, on pourra proposer des services au réseau EDF. Donc en fait, comme des barrages hydroélectriques qui servent aussi de batteries, qui s'appellent des steppes. Et qui sont les concurrents aujourd'hui? Les concurrents les plus directs, ce sont les batteries. Donc au fur et à mesure que le prix des batteries baisse, ça devient de plus en plus difficile d'être compétitif sur ce marché. En revanche, on a des avantages que les batteries ne peuvent pas avoir, parce que notre système, on n'en a pas trop parlé, peut fournir de l'électricité, mais aussi du chaud et du froid. Parce que qui dit compression, dit chaleur, qui dit détente, dit froid. Donc on est en train d'explorer quel cas d'usage on pourrait avoir avec chaud et froid, justement pour se différencier par rapport aux batteries. Il y a plein de questions. Non, ça tombe bien, j'avais 3 questions, mais on a le droit à une seule réponse. Environ où vous en êtes de la maturité technologique du projet? On est à un niveau TRL3, on est en train de terminer la construction d'un POC, d'une preuve de concept, et de faire une levée de fonds en 2026 pour pouvoir construire un prototype de 100 kW. Et le principal risque technologique que vous identifiez aujourd'hui? C'est les performances de l'échangeur thermique qu'on est en train de développer aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup de vos questions. Merci. Merci beaucoup, merci. Bienvenue Engage, vous avez 3 minutes. Allez. Eh ben, bonjour à tous, donc Philippe Robert, CEO d'Engage. Donc Engage est une start-up deep tech qui fait des capteurs MEMS haute performance pour les systèmes de navigation et en particulier pour les applications de type mobilité autonome. Alors ça va du drone à la voiture en passant par tout ce qui est robot, industriel, etc. Donc quand on parle de système de navigation, voilà, on connaît tous le GPS qu'on utilise sur nos téléphones portables, dans la voiture, donc ça marche très bien quand vous êtes à l'extérieur, mais lorsque, avec votre voiture, vous rentrez dans un tunnel ou lorsque, avec votre téléphone portable, vous rentrez dans un bâtiment, vous perdez la connexion avec le GPS et donc vous perdez toute notion de guidage. Le seul moyen de remédier à ça, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des centrales inertielles qui sont basées sur des accéléromètres et des gyromètres qui vont continuer à monitorer vos déplacements en temps réel, donc suivre tous vos déplacements. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de continuer à être guidé et à connaître votre positionnement. Le problème de ça, c'est que ces centrales inertielles, pour faire de la navigation, nécessitent énormément de performance.
Donc ça, on arrive à trouver des accéléromètres, des gyromètres avec ce niveau de performance, mais c'est à des prix extrêmement élevés. On parle de plusieurs milliers à dizaines de milliers d'euros, donc incompatibles avec les marchés type automobile ou pour mettre dans un téléphone portable. Et en plus, elles sont très volumineuses, c'est des centrales inertielles plutôt macroscopiques. Donc la seule solution pour pouvoir démocratiser ce type de système, c'est de les faire en MEMS. Alors un MEMS, c'est quoi? C'est des capteurs réalisés par les technologies de la microélectronique qui permettent d'avoir des choses extrêmement compactes et surtout à très faible coût. Parce que des capteurs MEMS, vous en avez déjà dans votre téléphone portable. Vous avez une vingtaine de MEMS par téléphone portable. Là encore, la difficulté, elle est où? C'est qu'il n'y a pas de MEMS, de capteurs MEMS avec suffisamment de performance. Et c'est là où Engage intervient. C'est-à-dire qu'on amène une innovation de rupture sur ces capteurs MEMS en remplaçant les anciennes technologies et notamment la détection capacitive des MEMS par une détection par nanojauge ultra sensible qui va permettre de gagner 1 à 2 ordres de grandeur en termes de sensibilité et pour pouvoir avoir ce type de performance cherchée. Donc, c'est une technologie qui a été développée au CEA pendant une quinzaine d'années, sur laquelle on a une trentaine de brevets, et Engage est actuellement en train d'industrialiser cette technologie. Donc on est sur un modèle fabless, c'est-à-dire qu'on fait la conception, on fait aussi tout ce qui est caractérisation, calibration des capteurs. Par contre, la fabrication est sous-traitée à des fonderies spécialisées là-dessus. En termes de déroulé, donc la start-up a été créée en février, donc il y a exactement un an, février 2025. On a fait une première levée de fonds de 6 millions d'euros et maintenant on passe à la phase de prototypage et d'industrialisation. Donc en 2 mots, performance et sur des technologies qui sont maintenant où on a démontré de la haute performance. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Ça me paraît terriblement technique, donc je vais me lancer, mais d'avance, je suis comptable, hein, donc d'avance, il faut excuser les questions. Alors, la navigation que vous faites sur votre téléphone portable n'est pas très technique. Hein, La solution, elle nécessite une infrastructure où vous équipez uniquement le endpoint que vous cherchez à géolocaliser. Non, c'est typiquement, dans votre téléphone, vous allez avoir des capteurs qui s'appellent des centrales inertielles et qui vont permettre de prendre le relais du GPS lorsque vous allez perdre le GPS. Donc l'idée, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, déjà, vous avez des centrales inertielles mais qui n'ont pas le niveau de performance. L'idée, c'est d'amener une rupture technologique et de remplacer ces anciens capteurs par des nouveaux capteurs d'Engage qui ont le niveau de performance pour pouvoir continuer à faire de la navigation autonome lorsque vous n'avez pas de GPS. Et en termes de... Si le capteur est ultra sensible, ça veut dire qu'on a nécessairement plus de problématiques de traitement du signal, quelque chose d'équivalent. Est-ce que ça nécessite d'avoir également une performance logicielle qui soit supérieure? Non, pas nécessairement. Après, tout le monde parle d'IA, etc. Donc il y aura bien sûr le fait d'avoir des capteurs plus performants va permettre d'avoir des solutions qui vont apporter, on va dire, qui vont ouvrir les champs d'application et où justement l'apprentissage, l'IA pourra avoir des effets intéressants. Mais non, c'est pas parce que les capteurs sont plus performants qu'il nécessitera une électronique en tout cas plus complexe. Presque au contraire, puisqu'on aura on a moins de bruit à gérer, etc. Philippe, société créée il n'y a pas si longtemps, déjà une belle levée de fonds. On en est où aujourd'hui en termes d'avancée, en termes de TRL? On en parlait tout à l'heure sur un pitch précédent. Et quel est le besoin financier pour passer les étapes futures? Alors c'est une bonne question. Alors ce que j'ai pas eu le temps de dire, c'est que donc en effet on a fait donc notre levée de fonds en septembre, donc c'est 6 millions d'euros qui nous permet de passer maintenant à la phase de prototypage et d'industrialisation. Donc on est maintenant une dizaine, on sera à 16 d'ici la fin de l'année, et on a un certain nombre de milestones. C'est de réaliser des prototypes entièrement intégrés, ce qu'on appelle le MEMS avec son électronique, son ASIC, de faire des évaluations clients et de transférer la technologie chez un fondeur. Et ça, dans un temps de 2 ans. Parce qu'on sait que typiquement, en 2028, on va faire une deuxième levée de fonds, typiquement d'environ 10 millions d'euros, pour passer à l'échelle et vraiment passer à la phase de production. Donc typiquement, voilà, on a 2 ans devant nous pour dérouler notre programme.
Vous parliez du besoin client. C'est quoi votre cas critique, vraiment l'usage où vous vous dites là, on va changer la donne avec ce MEMS, au-delà du tunnel où on perd la connexion, parce qu'on n'a pas trop de voies de sortie à part la fin du tunnel. Donc donc c'est quoi? C'est en termes d'application votre... D'application, ouais. Ouais, en fait, les applications sont très variées. Des centrales inertielles, vous en avez un peu partout, mais ça intéresse aussi bien le drone pour les aspects défense, le domaine industriel avec la robotique. On arrête là comme ça. Merci beaucoup. Mais c'est dommage parce qu'on comprenait absolument tout. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai tout compris. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Et on accueille Caroline. Caroline, bienvenue. Vous avez la scène de Tech & Test. Bienvenue Caroline, 3 minutes. Bonjour à tous. Je suis désolée. Ça va bien se passer. Allez, on encourage Caroline, s'il vous plaît. L'exercice est extrêmement compliqué. On est tous ensemble. La peinture dans votre salon, le plastique dans votre voiture, le béton dans votre immeuble ont tous un point en commun. Ils dépendent de minéraux stratégiques. Ces minéraux sont polluants. Et pire, on en importe des millions de tonnes chaque année, avec des impacts sur la volatilité des coûts. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Si on ne les a pas, ces minéraux, ici, on ne va pas les faire pousser. Et pourquoi pas? C'est exactement ce qu'on fait à Blue Mineral. On a trouvé le moyen d'utiliser du CO2 de l'atmosphère, des déchets industriels et de l'eau de mer, et de faire pousser des minéraux. Et pour ça, on utilise la biologie, la biominéralisation. Je m'appelle Caroline Thaler, j'ai travaillé pendant 10 ans sur la biominéralisation et j'ai jamais compris que ça ne soit pas une biotechnologie à notre disposition pour faire la transition. Alors on utilise la biologie et plus précisément des macroalgues qui sont très robustes. Donc on a un processus qui nécessite assez peu finalement d'investissement et d'énergie et c'est ce qui fait qu'on peut produire à des coûts très compétitifs dans différents marchés. Alors l'impact, il peut être majeur parce que le marché de la construction est très grand, mais l'impact climatique peut être très grand aussi. Ce qu'on estime, c'est que la biominéralisation, en tant que biotechnologie du futur, pourrait permettre de capter et stocker de manière permanente des centaines de millions de tonnes de CO2. Et en fait, capter et stocker du CO2 de manière permanente, c'est inévitable si on veut atteindre nos objectifs net zéro. Alors nous, on a été créé il y a 18 mois. On est maintenant 6. Sur ce temps-là, on a réalisé notre premier prototype. Et maintenant, on a des objectifs assez clairs. Le premier, c'est d'aller vers le pilote, de sortir du laboratoire et d'augmenter nos capacités de production. Et le deuxième, c'est de trouver des partenaires industriels qui ont envie de nous aider à tester nos produits dans des vraies applications et de montrer la valeur de ces minéraux, de ces biominéraux pour le futur. Pour ça, on va avoir besoin de partenaires industriels, mais aussi de lever des fonds, de finaliser notre levée de fonds. On a pour objectif de lever 1,3 million. On a déjà sécurisé 800 000 €. Donc si vous êtes intéressé par l'aventure, n'hésitez pas à nous contacter. Bravo. Ben, ça s'est super bien passé. Pas de soucis, c'était pas stressé. Maintenant, vous avez le jury qui a des questions. Bravo pour cette présentation. La production, elle se fait en usine, en environnement contrôlé, ou elle peut se faire dans la nature? Alors, on ne veut pas le faire dans la nature, parce que ça aurait forcément un impact environnemental. L'objectif, c'est de domestiquer cette espèce pour la première fois, de produire sur Terre, dans des fermes qui vont pouvoir produire aussi dans des quantités qui parlent à nos clients. Donc ce qu'on estime, c'est qu'on aura des fermes qui feront à peu près 2,7 hectares et qui pourront produire 26 000 tonnes par an. Et ça parle à la fois à des cimentiers, mais aussi à des producteurs de peinture. Puisque vous parliez des superficies, c'est quoi les problématiques de passage à l'échelle de la technologie? Eh ben, il y a deux grandes catégories. La première, c'est de l'ingénierie. On est en train de faire pousser ces organismes pour la première fois dans notre industrie. Donc il y a tout un tas de problématiques. C'est des organismes qui poussent dans l'eau de mer, donc des questions d'ingénierie, de circulation des fluides, d'apporter la lumière. Par exemple, une des dernières choses qu'on a vues au laboratoire, c'est que ces algues-là, elles ont besoin de beaucoup, nettement moins, 10 fois moins en fait, de lumière que les autres organismes qu'on fait pousser en ferme comme ça.
Donc comment on fait ça? Comment on maintient un très faible courant? C'est une problématique d'ingénierie et il y en a plein comme ça. Et l'autre question, c'est une question de biologie. Nous, notre vision, c'est qu'à chaque étape industrielle, on va devenir rentable sur un nouveau marché. Et le dernier, c'est celui du ciment. Et là, il faudra qu'on ait bien domestiqué l'algue. Est-ce que votre technologie est issue d'un laboratoire? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des brevets? Est-ce que vous allez encore en déposer? Alors, elle n'est pas vraiment issue d'un laboratoire. En fait, donc j'étais chercheuse. Moi, j'avais vocation de développer cette technologie dans le milieu public, en fait. Et c'était difficile de trouver un poste et des financements. Mais je savais qu'on ne pouvait pas attendre avec ce projet, donc j'ai cherché des financements à l'extérieur. Donc aujourd'hui, on est hébergé au CEA, mais la propriété intellectuelle nous appartient. Et on a déposé 3 brevets. J'arrive pas à me représenter à quoi ça va ressembler, cette ferme. Vous pouvez la décrire? Oui, tout à fait. Alors, il faut imaginer une serre avec des systèmes de culture verticaux qui vont ressembler à l'hydroponique, mais on retire toutes les tomates et toutes les choses qui sont au-dessus. Les organismes, contrairement aussi aux organismes qu'on fait pousser sous serre, ne prennent pas le CO2 dans l'air, donc il n'y a pas besoin de concentrer le CO2 dans l'air. Ils prennent le CO2 dans l'eau qui va circuler. Et on va avoir des étapes finalement d'agriculture où on va faire pousser ces organismes, les récolter. Il faut imaginer une algue. Une algue, c'est à 80% de l'eau. Les algues biominéralisatrices, elles sont à 80% du minéral. Donc on les sort, c'est quasiment sec déjà, et on va extraire ce minéral qui est le gros de la matière organique. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, merci beaucoup. Et on accueille tout de suite Jennifer Aflalo Sous vos pour applaudissements. Octipus PV. Bonjour. Les appareils connectés sont aujourd'hui de plus en plus omniprésents et de plus en plus intelligents. La moyenne européenne est qu'on en a 8 par personne. 8 objets, toujours plus dépendants d'une charge qu'on n'a pas toujours à disposition et qui ne vient pas toujours d'énergie renouvelable. Et cette charge aussi, parfois, c'est des piles à changer, des piles jetables. Est-ce que vous aussi, vous avez par exemple votre chargeur de téléphone à disposition au cas où il manquerait de batterie? On est à Grenoble, ville du vélo. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous rendre compte que vous aviez oublié de charger les petites lumières qu'on met sur le vélo ou sur le casque? Et si je vous disais qu'il était possible de les recharger sans y penser grâce à l'énergie solaire? Nous sommes Octipus PV et nous produisons des panneaux photovoltaïques organiques, ultra fins, ultra légers et esthétiques. Alors, organique, pourquoi? Parce que le matériau au cœur de notre technologie, ce sont des polymères semi-conducteurs de spécialité. Ils ont la propriété de capter la lumière et de créer et de les convertir en charge. L'ensemble des couches qui constituent notre cellule photovoltaïque fait moins de 1 micron d'épaisseur. Pour vous donner une idée, 1 micron, c'est 50 fois moins que l'épaisseur d'un cheveu. Cette propriété nous permet de les poser sur des substrats en plastique type PET qui rend nos cellules ultra flexibles, souples et très légères. À titre de comparaison, si je dis photovoltaïque, vous allez penser au photovoltaïque au silicium qu'on met sur les toits. Et à titre de comparaison, nos panneaux vont être 5 fois plus légers et 10 fois plus fins. Ça nous ouvre des énormes possibilités en termes d'intégration. Et chez Octipus PV, on va plus loin. On a la capacité de changer la couleur de nos panneaux sans pour autant sacrifier le rendement. Pourquoi avons-nous fait ça? Parce qu'on a remarqué avec les fabricants de ces appareils électroniques que l'aspect design et l'intégration dite seamless ou invisible avaient un impact très important pour l'adoption de cette technologie. Dans quels exemples on peut les imaginer? Dans le cadre d'un vélo, comme ce que vous pouvez voir là, pour alimenter les appareils auxiliaires, autour d'un bandeau, d'un casque audio pour gagner 1 heure d'écoute, lors d'une pause sur une terrasse de café par exemple, ou alors, pourquoi pas, dans les toits d'une voiture pour alimenter les appareils auxiliaires. Les exemples que je vous donne ne sont pas anodins, ce sont des vrais prototypes qu'on a faits, comme celui-là en partenariat avec Origine. Nous sommes aujourd'hui en phase d'industrialisation pour commencer à sortir nos premiers produits. Nous sommes présents aujourd'hui à Tech & Fest et nous exposons. Venez nous voir si vous voulez en savoir plus sur cette technologie pour nous aider à la faire rayonner et pour minimiser notre dépendance aux énergies non renouvelables et aux énergies fossiles. Merci.
En fait, c'est le panneau. Voilà, le panneau est ici, pour vous donner. Voilà, et j'en ai des exemples là. Merci pour la présentation et le vélo est très utile pour comprendre. Avec la surface qu'il y a sur ce vélo, ça permet d'obtenir quel type de charge, quelle autonomie? Alors, sur le vélo, ça dépend jusqu'où on va aller. On peut en mettre ici, on peut en mettre aussi sur les côtés. Et si on fait ça en termes de surface, on va pouvoir alimenter et recharger les petites lumières dont je parlais au début, mais aussi, pourquoi pas, le GPS lors d'une balade, et voire même le téléphone. Un GPS, c'est plus consommateur qu'un téléphone, donc ça marcherait aussi pour un téléphone. Et là, dans cet exemple, la connexion du panneau avec l'alimentation, elle est invisible. Non, en fait, on a fait des tout petits trous qu'on cache derrière le panneau pour les câbles plus et moins. Et la batterie, vous ne la voyez pas, mais elle est cachée dans un des tubes. Donc on recharge la batterie et par le câble, par la sortie du guidon, on a la sortie de câble pour recharger ce que vous avez envie. quelle est votre propriété intellectuelle par rapport au marché? Notre propriété intellectuelle, elle se situe sur la manière dont on fait notre process pour obtenir des bonnes performances et aussi la manière dont on peut changer la couleur sans changer les matériaux. Souvent, les gens qui essayent de faire la même chose, ils changent le matériau qu'on dit actif et ça affecte forcément les performances. Nous, on joue sur des phénomènes optiques et c'est ça qu'on a protégé. Vous disiez que vous étiez en phase d'industrialisation, donc la société est créée. Donc, je voulais savoir quand est-ce que vous avez été créé, comment vous avez été financé entre fonds publics et fonds privés, et quel est votre besoin à venir? Alors, on est issu d'un laboratoire du CNRS qui est basé à Marseille. Enfin, je ne l'ai pas dit, on est basé à Marseille. Ça tombe bien, il y a beaucoup de soleil là-bas. La société a été créée en octobre ou novembre 2024. Donc, on est quand même encore assez jeune. Et là, on a déjà fait une première levée de fonds avec des business angels. Et là, on est en phase d'une deuxième levée de fonds. Donc, on a fait ce qu'on appelle le pré-seed. Et on est en phase de deuxième levée de fonds de seed pour financer les équipements qui vont nous permettre de créer notre ligne pilote ou de pré-production, qui vont nous permettre de faire ce qu'on appelle des pré-séries et donc les premiers produits pour valider le besoin avec les clients. Et vos clients, justement, c'est les consommateurs? Pour l'instant, on se base sur des clients qui seront des intégrateurs. Donc là, on peut le citer, c'est Origine, par exemple, pour l'intégrer sur les vélos. On va avoir les clients qui seront les fabricants de casques audio. Et on a même des projets avec des personnes qui fabriquent les toits de voitures pour l'intégrer directement dedans. Au tout début, ce sera ça, donc l'intégrer dans des objets connectés. Et c'est le client qui va l'intégrer. Nous, on fournira le panneau et pourquoi pas l'électronique. Et à terme, on pourrait imaginer un sticker adhésif que n'importe qui, donc du B2C, n'importe qui pourrait coller partout. Mais là, il faudra qu'on soit un petit peu plus gros pour avoir le service après-vente et aider nos clients. 3 secondes. Merci beaucoup. Merci, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Et on garde le vélo. Et on accueille tout de suite Mohamed Ojaroudi de Coniscan. Alors Mohamed, vous venez équipé. C'est parti pour 3 minutes. Alors, bonjour à tous. Je suis Mohamed Ojaroudi, le président de Coniscan. Je suis né en 1984. En 1984, un défi technologique a été lancé. Et Steve Jobs osait défier IBM. À l'époque, l'informatique appartenait aux machines, aux géants machines lourdes, coûteuses, centralisées. Son message était simple. La puissance ne doit plus être enfermée. Elle doit être portable. Aujourd'hui, Coniscan a lancé le même défi dans le même ordre. Nous défions les géants imagerie cérébrale, le scanner et les IRM. Ils sont puissantes, lourdes, coûteuses et aussi centralisées. Mais dans le cadre d'urgence préhospitalière comme STCAN, comme AVC, désolé, ce machine, ça ne marche pas. Parce que dans le AVC, chaque minute, ça compte. Quand il arrive, chaque minute, on perd 2 millions de cellules cérébrales. Mais on a juste 3 heures pour détecter et diagnostiquer les AVC.
Aujourd'hui, en France, juste 8% de patients ils pourraient recevoir leur traitement en temps. C'est pour ça qu'on réalise un petit scanner léger, portable, non invasif. Il est capable de créer la même image précise comme IRM et scanner dans moins de 5 minutes. Notre vision, c'est clair. Neuroimagerie partout, pour tous. On pense, pour le maladie comme AVC, on n'amène pas le patient à l'hôpital. Il faut amener l'hôpital aux patients. Merci beaucoup. Merci. C'est compliqué. Alors bravo, c'est un projet ambitieux et la santé, c'est un sujet important. La rapidité du diagnostic notamment. Il y a plusieurs sociétés qui sont présentes sur ce marché et qui viennent disrupter l'imagerie en l'apportant au lit du patient ou dans l'ambulance. Quel est votre avantage compétitif par rapport aux autres acteurs? En fait, actuellement, ce qu'on a comme le projet, c'est comme IRM et scanner portable. Mais encore, c'est dans un gros camion. C'est long, c'est pas, imaginez, scanner, c'est pas invasif, c'est pas non invasif. On doit protéger le personnel, on doit protéger les choses. Aussi, le temps pour scanner et IRM, c'est 30 minutes. Mais dans le cadre de AVC, appeler SAMU, amener le patient, faire le scan, on perd de temps. C'est pour ça qu'on parle de rapidité, coûteuse et aussi portabilité, non-invasivité, tous, on a déjà couvert dans le STK. D'où vient votre propriété intellectuelle? Oui, on a déjà déposé 3 brevets. Les 2, ça appartient à l'université, on a licence exclusive. Mais le 3e, c'est copropriété, Cogniscan et université. On a déjà protégé notre technologie parce que Cogniscan, c'est Cognitive Scanning, c'est une méthode accélérée de création d'images. C'est déjà protégé aux États-Unis, France et Europe. Et 3e brevet, c'est en phase de dépôt, c'est déjà déposé, mais PCT. L'utilisation nécessite la spécialité d'un radiologue ou ça peut être fait par un ambulancier? En fait, la première proposition, selon le protocole, c'est ambulance ISMUR. Parce que notre ambition, c'est commencer le traitement dans l'ambulance. Il y a une façon pour utiliser pour orientation de patients, parce que si on détecte les AVC, on doit classifier. Dans l'AVC, il y a un gros paradoxe entre ischémie et hémorragie. Mais pour orientation de patients, on peut utiliser dans le pompier, dans le SAMU, mais pour commencer le traitement, on a besoin d'une personne qui décide. Normalement, dans le SMUR, l'ambulance SMUR, on a un médecin urgentiste, il peut décider selon des images et commencer le traitement. Bonjour, merci. Quel horizon de commercialisation idéal vous avez pour ce produit? En fait, c'est dispositif médical, c'est déjà lancé. Le projet, c'était 2017. On a commencé au sein du laboratoire de XLIM, CNRS. Mais maintenant, on a finalisé notre essai préclinique sur lapin. L'année prochaine, essai clinique. Mais on pense, avant fin de 2029, on aura dans le marché. La société a été créée quand? La société, 2022. Créé en 2022. Oui. Et vous dites, on peut être sur le marché en 2029. Alors, je ne sais pas si c'est pour ce genre de dispositif, s'il faut un MM, un marquage CE. Pour marquage CE, ce qu'on a maintenant ici, c'est prototype fonctionnel. Mais la deuxième version, on aura dans le mai, c'est unité clinique. Ça veut dire qu'on a déjà respecté toutes les normes réglementaires pour commencer l'essai clinique. Mais si on fait le essai clinique, on a Je vais devoir vous couper. On a déjà tous les mêmes règles pour tout le monde. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Alors on enchaîne avec, on dit comment HNB Materials, comment HNB Materials. Bienvenue. Hop, merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, moi je ne suis pas Hichem Michou, je suis Baptiste Andrin, le cofondateur. Malheureusement, il n'a pas pu être présent aujourd'hui. Mais je suis heureux de vous présenter la technologie HNB Materials. Donc, chez HNB Materials, on répond à une grosse problématique, c'est la problématique des PFAS. Je pense que la plupart d'entre vous ont conscience des PFAS et de la problématique que ça représente. Pour ceux qui ne connaissent pas, les PFAS sont des petites molécules qui sont qualifiées de polluants éternels.
qui vont se bioaccumuler et qui vont poser de gros soucis de santé. Ça va augmenter le risque de cancer, ça va également augmenter l'infertilité chez les hommes, également des problèmes sur le fœtus, le développement du fœtus. Et nous, chez HB Materials, on propose une solution de substitution au PFAS, notamment dans l'industrie textile, qui est responsable de 1/3 de la consommation mondiale de PFAS. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On utilise des matériaux biosourcés pour imperméabiliser le textile à la place des PFAS. Notre technologie, elle se repose non pas sur des revêtements comme on a l'habitude d'avoir, mais sur une modification moléculaire de la fibre textile. Pour vous donner une image, normalement, un revêtement, il faut imaginer si on a une feuille de papier, on va poser un film plastique dessus, et c'est ce film plastique qui va donner l'imperméabilité au textile. Nous, ce qu'on va faire, c'est que si on zoome profond dans la fibre, on va retrouver des petites molécules, des molécules généralement de cellulose pour la fibre textile, et ces molécules-là, elles ont des groupements qu'on va pouvoir fonctionnaliser avec notre molécule biosourcée. Notre molécule biosourcée, c'est un acide gras. L'huile et l'eau, ça ne se mélange pas. Et donc cette différence de polarité-là, elle permet à nous d'extraire certaines molécules des huiles, de les utiliser, de les transformer chimiquement. Moi, je suis docteur en chimie des matériaux. J'ai cette capacité de pouvoir modifier les molécules et de les faire traiter sur le textile pour faire des greffages chimiques covalents. Ça va permettre d'avoir un textile qui va avoir une bonne durabilité dans le temps, également d'avoir un textile dont la performance va être similaire à celle des PFAS, et également d'avoir toujours le même toucher sur le textile. Aujourd'hui, on est en phase de commercialisation. On a différents industriels qui nous ont envoyé leurs textiles. On travaille notamment avec Cepovet, qui eux traitent tous les textiles qui sont SNCF, Air France notamment. On travaille avec d'autres textiliens dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui sont responsables du traitement textile. Et pour que vous compreniez bien où on intervient et comment on intervient, sur la chaîne de valeur du textile, on a différents chaînons. Entre la récolte du coton dans les champs, on a l'étape de filage, puis l'étape de tissage, et avant le produit fini, qui va être le textile fini, on va retrouver une étape d'ennoblissement qui est un peu moins connue, et c'est généralement à cette étape-là qu'on intervient. Cette étape d'ennoblissement, ils ont généralement des grands bains de PFAS. Nous, on va remplacer les PFAS. Dans ces bains-là, le textile va passer dans le bain, et ensuite aller dans une rame, et être traité dans la rame pour pouvoir avoir enfin un textile imperméable. Et du coup, juste pour finir, j'ai pris un petit prototype sur moi-même, un textile que j'ai traité, qui est imperméable, et on peut voir le côté imperméable, donc je vais essayer de ne pas mouiller le micro. Bon, désolé pour la scène, mais merci à vous pour m'avoir écouté. Il faut mouiller la chemise pour pitcher. Ouais, un peu le sol. Non, ça a l'air concluant. Le compromis, il est toujours entre la respirabilité et l'imperméabilité du tissu. Et j'imagine que c'est là que se joue la performance. C'est une bonne question. Alors il y a un compromis, effectivement, pas sur le côté hydrophobe. Donc sur le côté hydrophobe, on n'a pas de compromis entre les PFAS et notre technologie. Disons que les PFAS, ils apportent une autre propriété qui est un peu moins connue, c'est la capacité oléophobe. Donc c'est-à-dire qu'ils ont une capacité à repousser les huiles. Aujourd'hui, nous, on n'est pas capable de le faire. On est en phase de R&D sur ce process-là, d'oléophobie. Mais par contre, on garde toujours un textile qui va être respirable, de bonne qualité. Et on n'affecte pas du tout les propriétés du textile. Disons que c'est la propriété oléophobe amenée par les PFAS qui va être intéressante dans certains secteurs, le secteur militaire notamment, également le secteur de tout ce qui va être textile pour les pompiers, parce qu'ils apportent aussi un côté ignifuge, les PFAS. Donc ils apportent certaines propriétés supplémentaires que nous, aujourd'hui, avec notre formulation, on ne peut pas apporter. Anti-tache également ou... Anti-tache. Le côté oléophobe, il comprend le côté anti-tache, effectivement, oui. Et votre modèle économique, ce sera donc de vendre des quantités du produit au moment de l'ennoblissement du tissu. Exactement, c'est ça. Nous, on est fournisseur de produits chimiques. On va vendre des produits chimiques à la fin. Ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va essayer de faire que cette industrie chimique, elle soit plus verte aujourd'hui. Vous allez produire combien de litres ou je ne sais quoi par an? Ouais. Alors, ça dépend en quelle année, mais souvent nos projections, à long terme, on va produire à centaines de tonnes, voire milliers de tonnes. C'est de la consommation qui peut être utilisée en France vis-à-vis des PFAS dans le secteur du textile. Aujourd'hui, dans un premier temps, on veut commencer par produire avec notamment des prestataires dans un premier temps pour montrer que notre produit est intéressant, que les textiliens sont intéressés. Aujourd'hui, beaucoup de textiliens nous ont envoyé leur textile, l'ont traité, on l'a traité et ils sont satisfaits des performances. Maintenant, il va falloir qu'on produise. Pour ça, on va passer par des tôleurs dans un premier temps. On a valorisé la plupart de la chaîne de notre chimie.
Et ensuite, dans un second temps, c'est d'internaliser pour produire toutes ces centaines de tonnes-là et du coup d'avoir notre propre industrie qui est capable de produire ces produits chimiques. Ok, moi j'ai deux questions. La première, c'est vous pouvez être injecté, c'est peut-être pas le bon terme, dans n'importe quel type de textile, coton, chanvre, peu importe. Et la deuxième question, c'est aujourd'hui, je comprends que vous êtes une alternative verte. C'est quoi l'incentive pour vos clients de passer par vous, au-delà de leur bon vouloir de sauver la planète? Pour répondre à la première question, donc nous on travaille sur tout ce qui est fibre naturelle. Vous voyez, donc c'est-à-dire soit on peut faire du chanvre, on peut faire tout ça. On a des bonnes performances, c'est là où on est le plus satisfait. On commence à travailler aussi sur la fibre synthétique. Le problème, c'est qu'on va altérer légèrement la qualité de la fibre, et nous, ça peut nous poser problème. Et bon, on pourra en parler plus tard. Merci beaucoup et bravo, merci. Et on donne tout de suite la parole à Rémi Morisseau. Rémi, à vous de jouer, de Moon Photonics. Bonjour, je suis Rémi Morisseau, CEO de Moon Photonics. Je vais vous parler de photonique quantique. Aujourd'hui, on a tous entendu parler de l'ordinateur quantique. C'est un petit peu comme le chat de Schrödinger. Il existe et il n'existe pas. Il y a un ensemble d'acteurs qui ont fait des ordinateurs quantiques. Pourtant, il n'y a aucun calcul impactant qui ont révolutionné. Aujourd'hui, dans la photonique quantique, toutes les solutions sont basées sur des systèmes supraconducteurs extrêmement refroidis qui impliquent un ensemble de contraintes. Un des plus grands acteurs français propose 24 qubits par mètre carré. Pour être capable de faire des calculs impactants, il faut 1 million de qubits physiques. 50 000 mètres carrés. Tout le monde voit ce que c'est qu'un appartement de 50 mètres carrés. On en met 20 par étage, 50 étages de haut. C'est ça un ordinateur quantique, c'est pas industriel. Nous, on propose de faire un composant, un photodétecteur, qui est capable d'avoir les mêmes performances que le supraconducteur, mais qui fonctionne à 80 Kelvin. Ça change complètement la donne. Un facteur 1000 de taille, poids, consommation. C'est un petit peu ce qui s'est passé en 1970, quand les mainframes sont devenus des ordinateurs personnels. Ça a révolutionné la société. C'est ça qu'on propose d'apporter. Aujourd'hui, on pense qu'on va y arriver parce qu'on est basé sur une IP robuste, testée et brevetée. 20 ans de R&D au CEA, un ensemble de partenaires qui ont validé notre technologie et 8 brevets. Pourquoi on pense qu'on va y arriver rapidement? C'est qu'aujourd'hui, on a une première génération de composants qui ont montré les capacités du matériau. On est capable de résoudre un ensemble de pain points dans un ensemble de domaines avec un photodétecteur en rupture qui, à température ambiante, a des performances de 20 à 40 fois supérieures en termes de sensibilité. Et aujourd'hui, on cherche à financer l'industrialisation de cette première génération de composants et finir la R&D sur la partie quantique. Donc on est sur un tour de seed, on cherche 9,5 millions avec 5 d'equity, 4,5 de non-dilutif. Et si vous pensez que réindustrialiser la France, c'est pas seulement un discours, et que vous voulez participer à un projet à forte souveraineté et gros impact, n'hésitez pas à venir me voir. Merci. Merci Rémi. C'est des montants significatifs et c'est des sujets ambitieux. Est-ce que vous faites ça en partenariat ou est-ce que vous faites ça en mode start-up seul? Donc notre technologie, elle vient du CEA. Donc on a une licence d'exploitation exclusive du CEA. Nous, on va adresser l'horizontale, c'est-à-dire qu'on va fabriquer ces composants. On est seul pour fabriquer ces composants. On va s'appuyer sur un ensemble de partenaires en sous-traitant. Mais c'est nous qui fabriquons ces composants. Et on va travailler avec un ensemble de partenaires pour les différents verticaux. C'est-à-dire que dans les différents métiers, aujourd'hui, il y a des acteurs qui savent bien faire leur métier. Et nous, on va juste leur fournir le meilleur composant du monde. Et avec 9,5 millions, ça vous permet d'avoir un premier produit que vous allez pouvoir vendre? Donc grâce à l'incubation du CEA, on a déjà fait un MVP qui a été validé par des clients. Donc récemment, il y a un gros acteur de l'aéronautique en France qui a validé notre composant, qui a validé qu'on avait 40 fois la performance de tout ce qu'ils avaient testé. Donc le MVP est fait et là aujourd'hui notre levée c'est vraiment pour lancer le transfert industriel. Le produit est prêt, il faut le lancer en production. Il faut finir la R&D, il y a encore 1 an de R&D sur la deuxième génération, et ça correspond à 9,5 millions. Est-ce que vous avez réussi à réunir l'équipe d'experts nécessaires pour faire tout ça? Parce que c'est des compétences rares.
C'est un vrai challenge. J'ai la chance d'être accompagné par Johan Rothman, qui est un expert reconnu en photonique, et par Julie Abergel, qui est directrice industrielle et qui sait fabriquer ces composants depuis une quinzaine d'années. Donc on a quelqu'un qui les conçoit, quelqu'un qui les fabrique. Et derrière, il y a toute une équipe, effectivement, qui, sur ce budget, va être embauchée. On a une quinzaine de postes qui vont être ouverts entre 2026 et 2027. Et on a déjà 8 profils qui sont identifiés sur 2026, avec des CV en face. Merci pour la présentation. Et quel serait, alors j'ai 2 questions qui se rejoignent, le premier cas d'usage, vraiment, et les concurrents, en fait, qui sont aujourd'hui en piste? Donc le premier cas d'usage, donc sur la première génération, à température ambiante, on va adresser des problématiques de télécommunication en espace libre, donc de FSO. C'est-à-dire qu'on va permettre des communications à très longue distance. Quand je parle de très longue distance, c'est que le test qui a été fait, c'est entre la Terre et la Lune. C'est pour ça qu'on s'appelle Moon Photonics. Et ça permet, par exemple, à des satellites d'observation, grâce à des terminaux extrêmement légers en poids, de par la sensibilité de notre composant, de pouvoir communiquer soit en intersatellitaire, soit en espace profond, et de pouvoir, à terme, être capable d'avoir un réseau satellitaire sécurisé, notamment pour du Trusted Node en QKD, donc c'est des technologies de protection de l'information par quantique qui nous permettraient de garder un réseau souverain. Merci pour les questions. Merci beaucoup. Merci Rémi. Et c'est parti pour l'avant-dernier pitch. Nilo, Jean-Philippe, vous avez la scène Tech and Face pendant 3 minutes. Oui, bonsoir à tous. Bonjour, je m'appelle Laurent Villa. Je suis le CTO de Nelo. Alors Nelo, c'est une start-up qui vise le développement et la commercialisation d'une nouvelle puce microélectronique dont la particularité est d'être à ultra basse consommation d'énergie pour l'intelligence artificielle et le calcul, la logique. Alors, il faut savoir que cette consommation d'énergie des systèmes de la microélectronique, on l'a entendu tout aujourd'hui, c'est un problème environnemental évident. C'est un problème économique majeur. Vous avez par exemple Elon Musk qui ambitionne d'être le premier à être capable de générer 1 terawatt. Donc 1 terawatt, ça veut dire 1000 centrales nucléaires. 1 terawatt pour alimenter ses serveurs cloud pour l'intelligence artificielle notamment. Donc c'est un vrai problème au niveau planétaire. Mais il faut savoir qu'en fait, cette consommation d'énergie est aussi le point bloquant de l'évolution des performances de nos ordinateurs. Dans les années 90, les performances de nos ordinateurs, mais ce serait téléphone et ainsi de suite, donc des composants de la microélectronique, ont augmenté d'un facteur 100 dans les années 90. Ces 10 dernières années, cette progression des performances n'est plus que d'un facteur 3. Donc on a un vrai problème là sur une technologie qui arrive en bout sur son développement et qui, notamment, dans le cas de l'usage de l'intelligence artificielle, devient encore plus problématique. Et c'est pour ça qu'on a cette demande en énergie qui explose complètement. Donc nous, notre solution à Nelo repose sur une innovation de rupture issue de 15 ans de recherche dans des laboratoires à Grenoble, à Paris, qui est protégé par un portefeuille de bientôt 15 brevets et qui permet de fonctionner à ultra basse consommation d'énergie et aussi de fusionner au sein du même composant la fonction mémoire et la fonction calcul. Donc on n'a plus besoin de faire les allers-retours énergivores entre les unités mémoire et les unités calcul pour réaliser ces calculs. Donc les marchés qu'on vise, du coup, grâce à cette technologie, c'est l'Edge AI, puisque du coup, faible consommation d'énergie veut dire qu'on n'a plus besoin d'être accordé avec un fil électrique, ou aussi qu'on n'a plus besoin d'avoir une latence importante entre une demande, donc par exemple quand vous faites à ChatGPT et la réponse qui vous revient. Également, attaquer un problème extrêmement important qui est celui de l'apprentissage. On l'a vu, on l'a entendu, ça consomme énormément d'énergie, l'apprentissage. Et en plus, ce sont des modèles dont la durée de vie est de quelques mois. Donc, pouvoir apprendre rapidement, ça va être un facteur économique extrêmement important. Et finalement, on va pouvoir aussi attaquer le problème de la logique et d'utiliser du coup moins de silicium pour pouvoir réussir à faire le même nombre d'opérations. Donc Nelo est une start-up qui est issue du CEA, qui sort vraiment de l'écosystème. Et on va s'arrêter là. Je suis navrée, c'est les règles du jeu. Et on va vous inviter à répondre aux questions du jury. Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai le droit de finir ma phrase. Ça passe vite, hein.
Merci pour la présentation. Moi qui espérais vendre des batteries pour les data centers, il va falloir que je revoie mon business case. Vos clients, ce sera qui? Donc là, on a une grosse promesse en termes de disruption sur la microélectronique. On a un chemin qui est du coup relativement long pour arriver jusqu'à nos objectifs finaux. Ce qu'on veut faire en première approche, et c'est d'ici 3-4 ans, avoir un premier produit qui nous permette d'attaquer ce problème du déploiement dans l'edge, de modèles de langage qu'on appelle small, petit, qui puissent permettre de faire de la prise de décision, et ça sur une solution qui n'existe pas encore à l'actuel, sur des modules qui vont fonctionner typiquement sur batterie ou pile. Ce qui est quelque chose qui n'est actuellement pas possible. Et ensuite, on va se servir de cette plateforme pour venir progressivement intégrer nos innovations plus hardware au niveau mémoire et ensuite calcul. De combien d'argent avez-vous besoin et de combien de temps vous avez besoin pour faire tout ça? Alors, pour aller jusqu'à disrupter vraiment la partie calcul logique, ça va être une histoire typiquement à 500 millions. C'est une histoire qui est sur 10-15 ans. Et donc, du coup, notre défi a été d'imaginer le chemin qui puisse permettre d'aller faire ça en Europe, puisque je pense que si on était en Californie, on aurait moins ce problème de pouvoir lever de telles sommes, et donc de pouvoir avancer, délivrer et donner la confiance à nos investisseurs ou d'autres investisseurs de rentrer dans l'histoire. Après, il va forcément y avoir d'impliquer aussi des industriels du secteur dans le développement de cette technologie. Et donc, à court terme, vous levez combien? Donc là, on est actuellement à la recherche de 10 millions d'euros, 6,5 en equity et 3,5 en bancaire. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas répondu totalement à la question. C'est qui sont vos premiers clients? Ah oui, pardon, oui, c'est vrai. Elle précise, Célia. Sur ces cas d'usage où on puisse avoir de la prise de diffusion, c'est typiquement du drone, de l'industrial AI, tout ça. Donc on est en train de voir avec nos prospects, faire une première proposition de spec produit et voir avec eux pour améliorer et mieux coller à leur définition. Vous avez dit qu'en Californie, ça serait beaucoup plus simple, probablement. Qu'est-ce qui fait que vous avez créé ici et pas en Californie? Je pense que c'est ce qu'on discute tout au long de cette Tech and Fest, c'est qu'on a une très belle chose en Europe, on a une très bonne recherche en Europe, on a lâché sur l'innovation et je pense que c'est le moment d'essayer de redresser la pente. Donc, Nelo peut contribuer à cela et c'est ce qu'on espère. Merci beaucoup pour les questions, merci beaucoup. Et puis on accueille François pour Monoméris, la scène de Tech and Fest est à vous pour 3 minutes. Merci. Bonjour à tous. Donc moi je suis François Marty, je suis le directeur des opérations de Monoméris Chemicals et je viens vous parler de plastique. Alors oui, vous voyez ce que c'est, le plastique c'est partout, vous a satisfait partout. Partout à tel point qu'on en fabrique 460 millions de tonnes par an. Sur ces 460 millions de tonnes, 9% sont recyclés, 12% sont brûlés et 13 millions de tonnes finissent dans les océans. Où vont le reste? Le reste, il reste sur Terre. Il se dégrade lentement dans l'environnement et il finit à l'intérieur de nous. On en retrouve même dans les cerveaux de nos enfants. Et tout ça pourquoi? Parce que ces déchets plastiques en fin de vie, ils n'ont pas de valeur. Personne n'a envie de rien en faire, c'est une charge pour tout le monde. Et donc ça, c'est ce qu'on va faire chez Monoméris Chemicals, attaquer ce problème-là et redonner une valeur aux déchets plastiques. Notre arme secrète, c'est le procédé qu'on a développé, la catalyse ionique, qui est un procédé de recyclage chimique qui permet juste de prendre des déchets abîmés, broyés, de les jeter dans un réacteur qui est tout petit et de sortir les constituants du plastique. Donc on va récupérer essentiellement des gaz hydrocarbures, qui est ce qu'on va valoriser avec l'industrie chimique, et puis toutes les charges qu'on a pu mettre dedans, et que ça vont être valorisées au cas par cas, suivant la quantité, le type de charge, et notre capacité locale à traiter ces déchets-là. Donc Monoméris Chemicals, on a un business model à 2 jambes. Une jambe, c'est de vendre des machines aux recycleurs de matière, qui possèdent déjà les flux, et qui vont intégrer ces machines dans leur chaîne existante, et puis qui vont du coup éviter les frais d'incinération ou d'enfouissement, qui sont de 160 € par tonne en France, donc c'est pas anecdotique. Et on va ensuite valoriser les gaz produits, soit localement en énergie, soit en rachetant le gaz
le retraitant dans une unité de filtration qui nous reste à construire et en le revendant à l'industrie pétrolière pour arriver à un cyclage complet des plastiques. Voilà, donc génial. Voilà. Donc aujourd'hui, il nous reste encore, on avance avec un gros industriel européen de la pétrochimie qui nous donne la spécification des gaz qu'il nous faut atteindre. Et nous travaillons aussi avec tous les autres pétrochimistes au niveau mondial pour installer ces unités de filtration de plastique et de recyclage des plastiques au plus près des vapocrackers qui possèdent ensuite les chaînes de valorisation pour pouvoir refournir ces précurseurs à la polymérisation des nouveaux plastiques. Voilà. Merci beaucoup, bravo. Oui, mais j'espère avoir été clair. Pas facile. Bravo pour la présentation. Vos unités, vous les installez donc au plus près des usines des fabricants. Donc ça nécessite de faire évoluer aujourd'hui l'organisation de la chaîne de recyclage ou la chaîne de déchets? Non, on vient s'intégrer dans les chaînes existantes. On fabrique des machines qu'on vend chez les recycleurs qui vont les intégrer en traitement de leurs rebuts. Et puis, du coup, ça va générer des revenus pour eux, ou alors du gaz que nous, on va leur reprendre et générer, du coup, racheter. Ce gaz, on va le transporter sur une unité de filtration qui est proche du vapocracker de l'industrie pétrochimique. Et on va du coup réinjecter les gaz filtrés en aval du vapocracker pour éviter la consommation énergétique du cracker dans la ligne de séparation. Et du coup, eux vont s'assurer de refaire des produits finaux, finalement. On leur donne des précurseurs. Et donc votre modèle économique, c'est un modèle d'infra où vous vous rémunérez sur l'off-take du gaz que vous revendez? Exactement. Et sur les machines qui ont une rentabilité propre, donc qui sont aussi une source de revenus pour nous. On parle de quel plastique? C'est la magie du système. On peut attaquer tous les types de plastique. Ce qui va nous empêcher à un moment d'agir, c'est si ces plastiques sont trop chargés et avec des choses qu'on ne sait pas filtrer. Donc c'est plutôt un problème aval qu'un problème amont. Pardon, mais tous les plastiques mélangés? Tous les plastiques en mélange. Et ce qui est un des énormes problèmes aussi du recyclage des plastiques, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui traiter des produits multiplastiques, ou des mélanges de plastiques, ou des plastiques trop abîmés. Enfin, il y a un cas d'exclusion énorme qui fait qu'on arrive à ce taux ridicule de 9% de recyclage. La société, bon, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été créée. Et vous en êtes où aujourd'hui de la R&D? Comment vous êtes financé et quel est le besoin encore financier à venir? Donc nous, on existe depuis 2019. Le projet accélère fortement depuis 2 ans et l'entrée de notre actionnaire Team for the Planet. On a levé l'année dernière avec un fonds collaboratif qui s'appelle Kinest. Et il nous reste aujourd'hui... aujourd'hui, on va être capable de vendre ces machines aux recycleurs, fabriquer du gaz. Aujourd'hui, on sait le brûler, le valoriser énergétiquement sur site. Et là, on a besoin de travailler sur la brique de filtration qui, avec notre partenaire pétrolier, pour arriver à boucler la boucle et à revenir à ce recyclage total. Et du coup, pour ça, on est en train de préparer un tour de 1 à 2 dizaines de millions d'euros qui va nous servir à financer cette unité spécifiquement sur le site à Marseille de notre client. Et peut-être dernière question, quels sont les prochains talents que vous souhaitez accueillir au sein de Monoméris pour vous aider dans le développement? On travaille aujourd'hui essentiellement sur de la chimie, donc on cherche des ingénieurs procédés en chimie du pétrole. Merci. Merci beaucoup. Merci. On peut applaudir tous les entrepreneurs qui sont venus pitcher. Merci beaucoup. Le prochain pitch, c'est le Crédit Mutuel. C'est Laura qui va l'accueillir. Je vous rappelle, pendant les 3 prochaines minutes, vous avez le QR code qui s'affiche. Vous scannez avec le téléphone. Vous votez pour la start-up que vous avez préférée. Et le jury, vous avez les 3 prochaines minutes pour délibérer. Et après, on vous demandera de nous rendre un verdict. Merci à vous. On va laisser la musique pendant encore 30 secondes, le temps de vous laisser voter. Puis on accueillera Jean-Charles Benoît, qui se prêtera également à l'exercice du pitch, mais sur un tout autre sujet. Est-ce que tout le monde a eu le QR code? Oui, non, on le réaffiche. On réaffiche le QR code. Voilà, merci. Moi, je vote. J'ai le droit? Oui, vote, bien sûr. Jean-Charles, peut-être...
On laisse le QR code. On laisse le QR code. On va accueillir tout de suite Jean-Charles Benoît, directeur du pôle entreprise et responsable de l'innovation au Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais, c'est ça? Oui, bonsoir Laura. Bonsoir. L'innovation, vous en avez vu pendant 1 heure là. Ah là, Pendant j'étais servi. Hein. Et 2 jours même, oui. Ah, c'est 2 jours de folie, hein, ce Tech and Fest. C'est vraiment génial. Hein. Voilà. Alors je vais vous inviter à prendre place ici, comme vous souhaitez. Vous êtes à la maison, chez vous. Alors, j'ai pas le talent des start-upers qui ont pitché tout à l'heure, malheureusement. Je sais que vous J'ai quand l'avez. même préparé un texte que je vais vous lire pour Avec grand plaisir. pour vous transmettre déjà le plaisir qui est le mien d'être à vos côtés, évidemment, sur cette 3e édition du Tech and Fest, sur un territoire qui est le nôtre. C'est un territoire d'innovation, avant tout. Et ça, c'est notre fierté d'être à votre côté. Quand on voit l'effervescence technologique qui nous entoure, on est d'abord fiers d'en faire partie. Regardez autour de vous. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des algorithmes, des machines. C'est avant tout le moteur de notre futur. Vous l'avez vécu pendant les 2 jours que vous avez passés sur le Tech and Fest. Et je crois que ça, il faut l'avoir à l'esprit, en avoir conscience. Et nous sommes fiers d'être au cœur de ce réacteur. C'est vraiment un réacteur là que vous avez vécu pendant ces 2 jours. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'innovation ne regarde pas demain. Demain se construit. Et nous, au Crédit Mutuel, on s'appuie sur la force de nos racines. Nos racines, c'est quoi? C'est avant tout un esprit pionnier et innovant. Alors, je ne vais pas vous faire l'histoire du Crédit Mutuel, bien évidemment. Hein. Vous n'êtes pas là pour entendre ça. Je ne suis pas là pour pitcher ça, Laura. Mais si je reviens un petit peu en arrière, il y a 150 ans, notre fondateur, c'est Frédéric Guillaume Raiffeisen, qui a lancé en fait une révolution. Cette révolution, c'était quoi? C'était une crise à l'époque, il y avait vraiment une crise agricole et il fallait y répondre. Et comment on y a répondu? Alors on n'y a pas répondu simplement avec une solution financière, mais on y a répondu avant tout par un modèle qui était basé sur l'entraide. L'entraide et avec un modèle de résilience sociale. Les débuts du Crédit Mutuel, c'est ça. C'est Frédéric Raiffeisen, il y a maintenant 150 ans. Aujourd'hui, quand je regarde la salle, l'assistante, et quand je vois où nous en sommes, ce modèle, il est loin d'être une pièce de musée. Au contraire, je pense que c'est aujourd'hui encore ce qui irrigue nos décisions au quotidien. La résilience, l'appropriation de la technologie qui est comme un outil, un moyen, et pas comme une fin en soi. Frédéric Guillaume Raiffeisen m'a transmis un message, sa fierté, la fierté de vous avoir, vous, entrepreneurs, chercheurs, start-upers, parce que vos innovations telles que vous l'apportez, c'est la version moderne de cette solidarité. La technologie n'est pas une fin en soi, elle est un levier simplement. Quand vous développez des solutions complexes, nouvelles, je sais que vous posez la question du pourquoi. Et cette question, c'est aussi ce qui nous anime dans l'appel à projet qui s'appelle 4S Summer d'innovation. Pourquoi récompensons-nous ces porteurs de projets? Tout simplement, on les soutient parce que ces projets, c'est pas pour avoir le prochain algorithme, c'est pas l'algorithme le plus performant. C'est ce que nous cherchons avant tout, l'impact. Les projets que nous avons accompagnés, que nous allons continuer à accompagner, ce sont des projets qui facilitent la vie, qui protègent les données, qui créent du lien. Ces projets accompagnent la transition énergétique et sociétale de notre société. Et c'est là nos valeurs, c'est là les fondamentaux. On ne peut pas parler d'impact sans parler de moyens. Et c'est là aussi que le Crédit Mutuel veut aller plus loin en créant le dividende sociétal. C'est quoi le dividende sociétal? Vous savez qu'on n'a pas d'actionnaire, hein, on est une banque mutualiste. Le dividende sociétal, c'est 15% de notre résultat qui est mis en réserve et qui doit accompagner la transformation de la société, financer cette transformation. Ce n'est pas de la charité, loin de là, c'est un investissement pour le futur. Tout à l'heure, vous aviez Bertrand Guez qui était présent. Bertrand Guez, c'est le directeur général de notre fonds Impact Révolution Environnementale. Il vous disait qu'à ce jour, c'est 1,2 milliard d'euros qui sont au sein de ce fonds et qui sont prêts à accompagner les projets de vos territoires. Alors, je ne vais pas tous les reciter, hein, Bertrand Guez l'a fait. On parlait d'Alpinov X, une start-up grenobloise bien connue. On parlait de Zadian, mais d'autres encore. L'idée, c'est de permettre de voir naître des projets audacieux, des projets d'initiative sans pression, sans rentabilité à court terme.
On sait que l'innovation, c'est du temps long. Et notre philosophie, c'est de l'accompagner et de ne pas rechercher un bénéfice, un retour sur investissement immédiat. Chers participants, Tech and Fest, c'est l'occasion de rappeler que derrière chacune de vos initiatives, il y a un projet de société. L'innovation doit être portée par des convictions, car quand elle est portée par des convictions, c'est un puissant moteur de changement. Le Crédit Mutuel est à vos côtés pour construire cette technologie à visage humain. Soyez audacieux, soyez disruptifs, mais restez connectés aux besoins réels de votre territoire. Je vais finir par une citation de Frédéric Guillaume Raiffeisen, que tout le monde connaît maintenant, parce que vous êtes tous allés voir sur ChatGPT qui était cet homme. Frédéric Guillaume Raiffeisen disait « L'avenir appartient à ceux qui s'unissent ». Le Crédit Mutuel est fier d'être uni à votre côté de vos talents. Merci. Merci beaucoup, Jean-Charles, d'avoir respecté le temps aussi. Merci beaucoup. Le jury, merci beaucoup. Vous pouvez rester avec nous pour la remise des prix de Tech and Pitch, si vous voulez. Alors, je peux vous dire que ça n'a pas été évident par là, parce que du coup, j'ai écouté, mais ça y est, vous vous êtes prêtés à l'exercice et 1000 merci. Et on va tout de suite accueillir notre parrain, du coup, qui va annoncer à nos candidats qui vont nous rejoindre également. Cédric, peut-être qu'on vous laisse... Comment ça s'est passé les délibérations et puis qu'est-ce que vous avez pensé là, des 10 startups qui ont pitché devant vous? Sans surprise, ça a été des délibérations très difficiles parce que la qualité des pitchs était quand même incroyable. Moi, ça fait depuis 2008 que j'écoute et avec beaucoup d'attention les projets des entrepreneurs. Je l'ai fait en tant qu'investisseur, en tant que conseil et en tant qu'entrepreneur moi-même. Et je trouve qu'il y a une maturité et une préparation ici au pitch qui était assez incroyable. Donc ça a été très disputé. Vous l'avez finalement... Quoi, vous avez finalement réussi à vous décider? On a réussi à converger parce que ça répond à la fois à un besoin environnemental, de santé publique et donc évidemment réglementaire. Alors, on laisse rentrer, on peut les applaudir, toutes les startups qui ont pitché. Je vous remets, Cédric, restez avec moi. Je vous remets le prix que vous allez remettre aux vainqueurs du pitch. Merci à vous. Merci à Ovalie Innovation d'être partenaire de ce Tech and Pitch. Merci à BBM d'être partenaire du Tech and Pitch. Cédric, peut-être le jury, vous pouvez vous mettre à côté de lui, il n'était pas tout seul. Et Cédric, je vous laisse révéler le vainqueur et après on verra s'afficher, on découvrira en même temps que vous sur l'écran pour qui a voté le public. Cédric, je vous laisse... Si j'ai bien compris, ils ont délibéré, ils ont réussi à trouver un prix, mais il va même y avoir un prix coup de cœur, tellement c'était difficile. Oui, tellement c'était difficile. J'espère pouvoir imposer un prix coup de cœur. Je ne sais pas. On n'a pas le prix, mais on essaiera de le faire très rapidement. On trouvera quelque chose. Donc pour le prix du jury, j'ai le plaisir de le remettre à H&B Materials. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Alors il y a des photographes. Regardez, hop, faites les photos. Alors en plus, je crois qu'on peut l'applaudir d'autant plus que vous avez remplacé la personne qui devait pitcher un peu de dernière minute. Donc merci et parfait le t-shirt. Du coup, peut-être qu'on laisse Carole annoncer le prix coup de cœur ou le coup de cœur du jury qui n'était pas prévu. Alors moi, j'ai beaucoup milité pour le prix du jury. Donc je serais quand même plus à l'aise si notre président de jury remet le prix du coup de cœur. Le prix coup de cœur, si ça vous va. Alors, moi, j'ai un prix coup de cœur pour Blue Mineral. Qu'on peut applaudir, bravo. Bravo. Alors, on va quand même vous demander d'avancer, on va faire des photos et on va faire le prix, après on vous l'enverra. Bravo. C'est des sujets qu'on ne voit pas souvent. On a beaucoup de microélectronique à Grenoble, notamment. Et c'est des sujets qu'on ne voit pas souvent. Et je trouve que c'est d'un point de vue à la fois capitalistique, investissement, et intérêt de tout point de vue sociétal, un sujet qui méritait d'être récompensé. Mis en avant, merci. Alors on va découvrir, on peut l'applaudir, et on va découvrir en même temps que vous, sur les écrans derrière nous. Le prix du jury, n'est-ce pas? Ah ben alors le prix du jury, c'est Blue Mineral. Donc voilà. Et ben voilà, parfois les planètes s'alignent. Du coup, je vous laisse le remettre aussi. Du coup, vous avez quand même un prix, voilà.
Je vous laisse peut-être avancer pour la photo. On peut évidemment les applaudir. Bravo et bravo à tous. Vous retrouverez dans le Dauphiné Libéré. On parlera des 2 vainqueurs de ce soir. Et puis j'espère que tous ceux qui étaient là, vous avez passé un bon moment. Merci à vous de les avoir écoutés. Avant la fête, on appelle Sigrid, la directrice de l'événement. On appelle Sigrid, la directrice de Tech Fest, et Christophe Victor également à nous rejoindre pour le petit mot de la fin. On va faire la fête. On va célébrer la fin de Tech Fest. Restez avec nous. Merci beaucoup. Merci Ovalie, merci BBM. Merci au public d'avoir soutenu le coup de cœur.